Dans la Fédération Galactique Unie, qui regroupait plus de 4000 espèces intelligentes sous un pacte de paix et de prospérité, une vérité était considérée comme absolue. Toutes les civilisations naissent sur des mondes hospitaliers. Des planètes au climat doux, aux gravités modérées, aux écosystèmes équilibrés où les prédateurs étaient rares et les catastrophes naturelles presque inexistantes. C'était la norme, c'était la logique. C'était ce qui permettait à des espèces fragiles de développer la technologie, l'art, la philosophie, avant de s'élever vers les étoiles. Et puis il y avait la Terre. Classée monde de classe 12, le niveau maximum sur l'échelle de dangerosité de la Fédération, la Terre était un cauchemar vivant. Température allant de moins 89 degrés Celsius à plus 56 degrés Celsius, ouragan capable de raser des villes, volcans crachant des cendres sur des continents entiers, tremblements de terre ouvrant la croûte terrestre, océans déchaînés, faune venimeuse ou carnivore à chaque coin de jungle, virus mutants, bactéries résistantes, radiation solaire mortelle sans protection atmosphérique. Aucun monde connu n'aurait dû produire une espèce intelligente. Tous les modèles prédisaient l'extinction, rapide de toute forme de vie complexe. Pourtant, les humains avaient non seulement survécu, ils avaient conquis leur planète. Quand la Fédération établit le premier contact officiel en 2147, les délégués aliens, des Vélariens élancés aux membres fins, des Korguls massifs mais pacifiques, des Lyriens télépathes et fragiles, furent horrifiés par ce qu'ils découvrirent. Les archives humaines montraient des guerres mondiales ayant tué des centaines de millions d'individus, des pandémies ayant décimé des populations entières, des catastrophes naturelles ayant englouti des civilisations côtières. Et à chaque fois, les humains s'étaient relevés. Ils avaient construit des villes sur des failles sismiques, dompté des déserts, navigué des océans furieux, créé des vaccins en quelques mois, reconstruit après chaque apocalypse locale. Un délégué vélarien, après avoir visionné un documentaire sur l'éruption du Vésuve et la survie de Pompéi, murmura « Comment ont-ils fait pour ne pas s'éteindre ?» Un autre, plus pragmatique « Et pourquoi sourit-il quand il parle de tout ça ?» Les humains rejoignirent la Fédération en 2152. Ils étaient chaleureux, curieux, créatifs. Leurs artistes conquirent les scènes galactiques. Leurs ingénieurs résolvaient des problèmes que personne n'avait osé aborder. Leurs cuisiniers introduisirent des saveurs extrêmes, piment, caféine, alcool qui devinrent des drogues récréatives très prisées et régulées parmi les espèces plus fragiles. Mais il y avait toujours cette distance. Les aliens regardaient les humains avec un mélange de fascination et de malaise. Les humains couraient sous la puissante protection, riaient en mangeant des aliments qui auraient tué un Korgul, sautaient d'avions pour le plaisir, escaladaient des montagnes à mains nues et appelaient cela « vacances ». Un dicton circula bientôt dans les couloirs de la Fédération. Ne jamais énerver un humain. On ne sait jamais ce qu'il considère comme normal. La plupart prirent cela pour une blague. L'Empire talorien, lui, ne rit pas. Les Taloriens étaient une espèce ancienne, hiérarchique, militariste. Leur monde d'origine, Talor Prime, était un paradis tempéré où la gravité était basse, l'air pur et les prédateurs inexistants depuis des millénaires. Ils avaient conquis une douzaine de systèmes par la force avant de rejoindre la Fédération sous pression et n'avaient jamais vraiment accepté les règles de non-expansion. Pour eux, les humains étaient une anomalie, primitifs, barbares, survivants d'un monde qui aurait dû les tuer. Et surtout, faibles, parce qu'ils n'avaient pas d'armée permanente, parce qu'ils refusaient les conflits armés, parce qu'ils préféraient négocier, commercer, créer. L'empereur talorien, Xarvet le Glorieux, décida qu'il était temps de remettre de l'ordre. Les humains avaient des colonies riches en minerais rares, des mondes qu'ils avaient terraformés à la force du poignet, sur des planètes que personne d'autre n'aurait osé approcher. Érida 9 était la plus prospère. Une ancienne lune morte, transformée en monde-jardin par les humains en seulement 2 siècles. 5 millions d'habitants. Aucune défense militaire. Juste des boucliers civils et des patrouilles de police. Parfait. En 2189, l'Empire talorien lança l'opération « Rétablissement de l'ordre ». Une flotte de 50 croiseurs taloriens, noirs et anguleux, surgit de l'hyperespace autour des Érida 9. Le message fut clair. Cette planète est désormais sous protectorat talorien. Les habitants humains ont 48 heures pour évacuer ou prêter serment d'allégeance. Toute résistance sera écrasée. La Fédération protesta. Les humains réagirent calmement, trop calmement. Sur Terre, le Conseil de l'Union terrienne se réunit. Le président Elena Ramirez regarda les images de la flotte talorienne. Ils ont vraiment fait ça? L'amiral James O'Neill, un homme d'une 60aine d'années aux yeux d'acier, hocha la tête. Il pense que nous sommes faibles parce que nous n'avons pas d'armée. Un silence.
Puis Ramirez, activez le protocole Terre. O'Neill sourit pour la première fois. Avec plaisir. Dans les ceintures d'astéroïdes, derrière la Lune, dans les nuages de Vénus, les chantiers cachés s'illuminèrent. Les usines automatisées, dormantes depuis des décennies, se mirent à tourner. Les coques noires, sans emblème, sortirent de leurs docks. Les armes, canons à projectiles solides, missiles à fragmentation, drones autonomes, furent chargés. Les volontaires affluèrent. Pas une armée professionnelle, juste des gens ordinaires. Ceux qui avaient grandi en escaladant des montagnes pour le plaisir, en surfant des tsunamis, en survivant à des hivers à moins 50 degrés Celsius, en riant face à la mort. Parce que pour eux, c'était normal. La galaxie allait apprendre. Les humains n'avaient pas d'armée, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Jusqu'à maintenant, et quand les survivants d'un monde de la mort se mettent en colère, que Dieu ait pitié de leurs ennemis, parce qu'eux n'en auront pas. Les 48 heures de l'ultimatum talorien s'écoulèrent dans une tension palpable à travers la Fédération galactique. Les chaînes d'information diffusaient en boucle les images de la flotte impériale en orbite autour des Erida 9, 50 croiseurs noirs, anguleux, hérissés de tourelles à plasma lourd, formant un anneau parfait autour de la planète. Les commentateurs aliens, d'ordinaire si confiants, parlaient avec une nervosité inhabituelle. Les humains n'ont pas de flotte militaire. Ils vont négocier. Ils négocient toujours. Sur Erida 9, les 5 millions de colons humains vivaient les heures les plus longues de leur histoire. Les boucliers civils de la planète conçus pour repousser des astéroïdes ou des tempêtes solaires, pas une flotte de guerre clignotait déjà sous les tirs d'intimidation taloriens. Les villes principales, New Geneva et Port Aurora, étaient en état d'urgence. Les écoles fermées, les familles rassemblées dans des abris anti-radiation. Les messages du gouverneur, une femme calme nommée Sofia Delgado, étaient clairs. Restez chez vous. Ne résistez pas. La Fédération négocie. L'Union terrienne négocie. Nous sommes des citoyens galactiques. Ils ne nous toucheront pas, mais dans les bars, les usines, les maisons, les humains parlaient autrement. Un mineur, la soixantaine burinée par des années sous le soleil écrasant des Erida 9, disait à ses collègues « Ils pensent qu'on va plier. Ils n'ont jamais vécu sur Terre. Ils n'ont jamais vu un ouragan de force 5. Ils n'ont jamais chassé un ours à main nue pour protéger leur famille. » Une jeune ingénieure, descendant d'immigrants indiens, riait nerveusement. S'ils tirent, ils vont découvrir ce que c'est de réveiller un humain. Sur Terre, le protocole Terre était en pleine activation. Les chantiers cachés s'illuminaient un à un. Dans la ceinture d'astéroïdes, des usines automatisées, dormantes depuis la signature du pacte de paix galactique, produisaient des coques à une vitesse effrayante. Les designs étaient anciens, issus des archives militaires du XXIe siècle, améliorés par des siècles de technologie civile. Pas de boucliers énergétiques sophistiqués. Pas de canons plasma élégants. Juste du solide. Des coques en alliage titane-tungstène-céramique. Des canons à rails magnétiques capables d'accélérer un projectile à 5% de la vitesse de la lumière. Des missiles à fragmentation cinétique. Des drones autonomes bourrés d'explosifs conventionnels améliorés. L'amiral James O'Neill coordonnait depuis le centre de commandement souterrain de Cheyenne-Mountain, réactivé pour la première fois depuis 2 siècles. Statut de la flotte, un officier. Première vague prête, 200 croiseurs de classe Vanguard. Propulseur à fusion. Blindage lourd. Armement cinétique principal. Deuxième vague en production, 400 supplémentaires dans 72 heures. Volontaires, 10 millions inscrits en 24 heures. On en sélectionne 2 millions. Priorité au profil haute résilience, anciens sportifs extrêmes, pompiers, mineurs de mondes hostiles, colons Derrida-like. O'Neill hocha la tête. Pas d'uniforme, pas de grade traditionnel. On fonctionne comme au vieux temps. Cellules autonomes, initiatives individuelles encouragées. Le président Ramirez apparut sur écran sécurisé. La Fédération, ils paniquent. Ils nous supplient de négocier. Ils disent que si on riposte, ce sera la guerre totale. Ramirez sourit froidement. C'est déjà la guerre. Ils ont juste oublié de nous le dire. L'ultimatum expira. Sur Erida 9, les Taloriens ouvrirent le feu. Pas sur les villes, pas encore. Sur les installations orbitales. Les stations de commerce explosèrent. Les ascenseurs spatiaux furent sectionnés. Les satellites de communication pulvérisés. Puis les bombardements au sol commencèrent. Des villes secondaires touchées. Des milliers de morts. Les images arrivèrent sur Terre. Le silence tomba. Puis la colère. Pas de manifestation.
Pas de discours enflammés, juste une détermination froide. Les humains se mirent au travail. La flotte partit, pas en grande parade, pas avec des emblèmes flamboyants, juste 200 vaisseaux noirs, sans marquage, sautant en hyperespace en formation serrée. Direction Erida 9. Dans l'espace talorien, l'empereur Xarvet reçut les rapports avec satisfaction. La planète est à nous. Les humains évacuent, comme prévu. Son amiral principal, un talorien décoré nommé Vexcar, fronça les sourcils. Seigneur, nos scans détectent une flotte en approche. Signature humaine. 200 vaisseaux. Ils arrivent vite. Xarvet ricana. 200 jouets civils. Écrasez-les. La bataille commença. Les taloriens, confiants, formèrent une ligne de tir. Les humains arrivèrent à vitesse maximale. Pas de salutation. Pas d'avertissement. Juste le feu. Les canons à rail ouvrirent. Des projectiles invisibles à Mach 50 000. Les boucliers taloriens conçus contre l'énergie furent traversés. 10 croiseurs explosèrent immédiatement. Les taloriens ripostèrent avec plasma. Les blindages humains tinrent. Les missiles à fragmentation furent lancés. Des nuages de billes de tungstène à vitesse relativiste. Les coques taloriennes se désintégrèrent. En 30 minutes, la moitié de la flotte talorienne était détruite. Les humains ne perdirent que 12 vaisseaux. Vexcar, paniqué. Seigneur, leurs armes ignorent nos boucliers. Ce sont des barbares. Xarvet, pour la première fois, pâlit, ordonnait la retraite, protéger la planète. Trop tard, les humains plongèrent dans l'atmosphère. Pas de bombardement aveugle. Des frappes précises. Les sites d'artillerie taloriens. Les camps de commandement. Les hangars. Les marines humains descendirent. Pas en armure sophistiquée. En combinaison renforcée, avec des armes à projectiles solides. Ils avançaient sous le feu plasma comme si c'était de la pluie. Un marine prit un tir en pleine poitrine. L'armure absorba. Il continua. Un autre fut touché à la jambe. Il boita, mais tira. Les taloriens, habitués à des ennemis fragiles, paniquèrent. Les humains chargeaient, riaient, chantaient parfois, parce que pour eux, c'était juste un jour de plus sur un monde hostile. Erida 9 fut libérée en 6 heures. Les taloriens survivants fuirent. La planète était sauvée, mais la guerre ne faisait que commencer. Sur Terre, Ramirez regarda les rapports. Phase 2. O'Neill, on va leur montrer ce que c'est de vivre sur un monde de la mort. La flotte humaine, maintenant renforcée, se prépara. Direction, espace talorien. Les survivants de la mort arrivaient, et ils n'étaient plus en mode paix. La libération des Erida 9 avait duré moins de 7 heures. 7 heures qui avaient changé la perception de l'humanité dans toute la galaxie. Les images, capturées par les sondes automatiques taloriennes en fuite, avaient été diffusées malgré eux, des vaisseaux humains noirs, sans emblème, surgissant comme des fantômes, frappant avec une précision terrifiante, ignorant les boucliers plasma comme s'ils n'existaient pas. Des marines en combinaison renforcée avançant sous un déluge de feu comme s'il s'agissait d'une promenade sous la pluie. Des taloriens, pourtant réputés pour leur discipline militaire, fuyant en panique devant des humains qui riaient, chantaient et continuaient d'avancer même blessés. Sur Talor Prime, l'empereur Xarvet convoqua son conseil de guerre en urgence. La salle du trône, habituellement emplie d'arrogance, vibrait maintenant d'une peur palpable. Rapport, rugit-il, ses crêtes dorsales hérissées. L'amiral Vexcar, survivant de la débâcle, les écailles pâlies, activa un hologramme tremblant. Seigneur, la flotte des Erida 9 est anéantie. 50 croiseurs. Perdus. Les humains, leurs armes sont primitives mais dévastatrices. Projectiles solides à vitesse relativiste. Nos boucliers sont inutiles. Leurs soldats, ils ne s'arrêtent pas. Un de mes officiers a vu un humain continuer à avancer avec 3 impacts plasma dans la poitrine. Il a tué 6 de nos marines avant de tomber. Un silence glacial. Un conseiller osa. Ils n'avaient pas d'armée. Vexcar secoua la tête. Ils en ont une maintenant. Et elle arrive. Scan long porté. Une flotte de plus de 1000 vaisseaux en approche. Direction. Talor Prime. Xarvet se leva, furieux. Mobilisez tout. Toutes les réserves. Les flottes des colonies. Nous les arrêterons avant qu'ils n'atteignent le cœur de l'Empire. Mais dans les couloirs du palais, les murmures commencèrent. Ils viennent pour nous. Ils ne négocient plus. Ce sont des monstres. Dans la Fédération, ce fut le chaos. Le Grand Conseil se réunit en session extraordinaire. Les délégués,
Terrifiés, regardez les images de la bataille des Hérida 9. Un délégué Korgu, massif mais pacifique. Les humains, ils ont libéré leur planète en heures. Sans bombardement orbital massif. Sans destruction inutile. Juste efficacité. Un Vélarien. Nous les avons toujours sous-estimés. Leur monde, il les a forgés. L'ambassadrice humaine, Sofia Delgado, la même qui avait gouverné Hérida 9 pendant l'occupation, prit la parole, la voix calme mais lourde. L'Union terrienne a tenté la paix. Nous avons démantelé nos armes. Nous avons choisi la coopération. Les Taloriens ont attaqué une colonie pacifique. Ils ont tué des civils. Ils ont pris des otages. Nous avons répondu, proportionnellement. Un délégué lyrin, télépathe, pâlit. Proportionnellement, vous avez anéanti une flotte entière. Delgado sourit froidement. Nous avons libéré notre monde, sans toucher aux civils taloriens capturés. Nous ne faisons pas la guerre comme vous l'imaginez. Nous la faisons pour qu'elle s'arrête. Elle coupa la communication. Sur Terre, la guerre était devenue une réalité quotidienne. Les usines tournaient 24 heures sur 24. Les volontaires affluaient, 20 millions maintenant. Pas de conscription. Juste des gens ordinaires. Des pompiers habitués à entrer dans des bâtiments en feu. Des alpinistes qui considéraient l'Everest comme une promenade. Des surfeurs qui riaient face à des vagues de 30 mètres. Des mineurs qui travaillaient à des kilomètres sous terre dans des conditions que les aliens auraient jugées suicidaires. L'amiral O'Neill coordonnait depuis le centre de commandement orbital Luna 1. La flotte humaine, maintenant forte de 1500 vaisseaux, avançait en 3 groupes. Groupe Alpha, frappe principale sur Talor Prime. Groupe Beta, libération des colonies taloriennes occupées par des espèces mineures. Groupe Gamma, protection des routes humaines. Les Taloriens tentèrent une embuscade près du système de Korvat, une nébuleuse dense. 1000 croiseurs taloriens, renforcés par des mines à plasma et des stations mobiles. Les humains arrivèrent. Pas de formation élégante, juste une char frontale. Les canons à rails ouvrirent le feu à longue portée. Les mines furent balayées par des drones suicides. Les stations mobiles éventrées. Les Taloriens ripostèrent. Des pertes humaines sans vaisseau. Mais les humains continuèrent. Les marines débarquèrent sur les stations. Combat au corps à corps. Les Taloriens, plus grands, plus forts physiquement, découvrirent que la force brute ne suffisait pas. Un marine humain, touché par une lame plasma, continua à avancer, attrapa le bras du Talorien et le brisa. Un autre, blessé à la jambe, rampa jusqu'à une console et la sabota. Les Taloriens fuirent. La nébuleuse de Korvat devint un cimetière talorien. Les images arrivèrent sur Talor Prime. Panique générale. Xarvet ordonna la mobilisation totale. Mais ses officiers commencèrent à douter. Sur Terre, le président Ramirez reçut un message de la Fédération. Arrêtez. Négociez. Vous allez détruire la paix galactique. Ramirez répondit. La paix était déjà détruite quand ils ont attaqué Hérida 9. Nous resterons l'équilibre. La flotte humaine approchait de Talor Prime. Les Taloriens préparaient la défense finale. Mais dans leur cœur, la peur grandissait. Ils avaient réveillé les survivants d'un monde de la mort. Et ces survivants ne s'arrêtaient jamais. La guerre entrait dans sa phase décisive. Et la galaxie retenait son souffle. La flotte humaine traversa l'espace talorien comme une marée inexorable. 1500 vaisseaux noirs, sans emblème, sans communications inutiles, avançant en formation lâche qui semblait chaotique aux yeux aliens, mais qui était en réalité une adaptation parfaite aux imprévus, une leçon apprise sur une planète où les ouragans changeaient de direction sans prévenir et où les tremblements de terre ouvraient la terre sous vos pieds sans avertissement. L'Empire talorien avait mobilisé tout ce qui lui restait. 3000 croiseurs, des stations de défense orbitale autour de Talor Prime, des champs de mines à plasma, des essaims de chasseurs automatisés. L'empereur Xarvet avait décrété la mobilisation totale, promettant la gloire à ceux qui arrêteraient les barbares humains. Mais dans les rangs taloriens, la peur avait remplacé l'arrogance. Les rapports des survivants des Hérida 9 circulaient. Des humains qui chargeaient sous le feu comme si la douleur était une vieille amie, des vaisseaux qui ignoraient les boucliers, des soldats qui riaient en mourant. Sur le vaisseau amiral humain, le UES Endurance, l'amiral James O'Neill observait l'hologramme tactique. À ses côtés, la capitaine Esha Rahman, une femme d'origine bangladaise élevée dans les zones inondables du delta du Gange, coordonnait les groupes d'assaut. Ils ont concentré 70% de leurs forces autour de Talor Prime, dit-elle. Formation défensive classique, boucliers superposés, tirs croisés, mine en avant. O'Neill hocha la tête.
classique pour des espèces qui n'ont jamais eu à gérer un typhon de force 5 ou un séisme de magnitude 9. Envoyer les groupes bêta et gamma en diversion sur les colonies extérieures. On frappe le cœur directement avec alpha. Raman sourit. Ils vont paniquer quand ils verront qu'on divise nos forces. Ils penseront qu'on est fou. C'est le but. La bataille pour Talor Prime commença. Les Taloriens ouvrirent le feu à longue portée. Des salles plasma massives. Des torpilles à tête chercheuse. Les vaisseaux humains avancèrent. Les boucliers civils améliorés absorbèrent une partie. Les blindages lourds firent le reste. Perte, 80 vaisseaux. Puis les canons à rail répondirent. À courte portée maintenant. Des projectiles à 8% de la vitesse de la lumière. Les boucliers taloriens, superposés en triple couche, cédèrent comme du verre. 200 croiseurs taloriens explosèrent en silence. Les mines à plasma, les drones humains les déclenchèrent à distance ou les contournèrent. Les chasseurs automatisés taloriens chargèrent. Les marines humains, dans des modules d'assaut, plongèrent droit dedans. Les modules étaient blindés, équipés de grappins et de foreuses. Ils percutaient les coques ennemies, ouvraient des brèches. Les marines sortaient, en combinaison renforcée, avec des fusils à projectiles solides et des grenades à fragmentation. Les Taloriens, dans leurs armures élégantes, tentaient de résister. Mais les humains avançaient dans des couloirs à gravité artificielle instable, sous des tirs plasma qui auraient dû les vaporiser. Un marine prit un impact direct, son armure fondit partiellement. Il continua, lança une grenade, neutralisa une tourelle. Un autre fut touché à la jambe, il s'appuya sur le mur, tira jusqu'à ce que ses coéquipiers passent. Les Taloriens reculaient, paniquaient. Certains se rendaient. Les humains les attachaient et continuaient. Pas de massacre inutile. Juste efficacité. Sur Talor Prime, Xavet regardait les rapports avec horreur. Ils sont dans la basse orbite. Ils abordent nos stations. Vexcar, blessé mais vivant. Seigneur, ils ne combattent pas comme des soldats. Ils combattent comme s'ils survivaient. La surface de Talor Prime, un monde paradis avec des gravités basses, des climats doux, fut le théâtre final. Les marines humains atterrirent. Pas de bombardement orbital massif. Des frappes précises sur les centres de commandement. Les palais, les arsenaux. Les Taloriens, habitués à des guerres propres et distantes, découvrirent le combat au sol. Les humains avançaient sous une pluie fine. Pour eux, une bruine agréable. Pour les Taloriens, une catastrophe. Leur capteur délicat était brouillé par l'humidité. Les humains riaient, couraient, chargeaient. Un groupe de marines escalada une tour de commandement haute de 500 mètres, à main nue, avec des grappins, comme s'ils grimpaient l'Everest pour le plaisir. Les gardes taloriens, en armure lourde, tiraient. Les humains esquivaient, grimpaient, neutralisaient. Le palais impérial fut atteint. Xavet tenta de fuir. Il fut capturé, vivant. Dans la salle du trône, O'Neill, descendu personnellement, le regarda. Xavet, attaché, cracha. « Barbare, vous avez détruit l'ordre. » O'Neill secoua la tête. « Vous avez attaqué une colonie pacifique. Vous avez tué des civils. Nous avons répondu. C'est tout. » Xavet trembla. « Votre monde, il vous a rendu monstre. » O'Neill sourit. « Non, il nous a rendus survivants. » La guerre était terminée. L'Empire talorien capitula sans condition. Les colonies furent rendues. Les prisonniers libérés. La Fédération, terrifiée, accepta les termes humains, démantèlement total des forces taloriennes, réparation et surveillance humaine temporaire. Sur Terre, la flotte noire fut à nouveau démantelée. Les marines rentrèrent, redevinrent civils, pêcheurs, ingénieurs, parents. La paix revint, mais plus jamais la même. Dans la galaxie, un nouveau dicton circula. Ne jamais attaquer un humain sur son monde. Ils sont polis, gentils, pacifiques, jusqu'à ce qu'on touche à leur maison. Alors ils deviennent ce que leur planète a fait d'eux. Des survivants. Et les survivants ne perdent jamais. La chute de Talor Prime ne fut pas un triomphe bruyant. Il n'y eut pas de parade galactique, pas de discours enflammés, pas de célébration grandiose. Les vaisseaux humains noirs se posèrent sur la planète Paradis avec une précision méthodique, leurs rampes s'abaissant dans un silence presque respectueux. Les marines descendirent, armes baissées mais prêtes, et acceptèrent la reddition formelle de l'empereur Xavet dans la grande salle du trône, sous les yeux de ses conseillers terrifiés. Xavet, les crêtes baissées en signe de soumission totale, signa les termes sans un mot. L'Empire talorien était dissous. Ses mondes placés sous administration, fédérés temporaires.
ses forces militaires démantelées, des réparations massives promises aux victimes des Hérida 9 et aux autres colonies touchées. L'amiral James O'Neill, représentant l'Union terrienne, prit la parole d'une voix calme. Ce n'était pas une conquête, c'était une réponse. Nous ne voulons pas vos mondes. Nous voulons seulement que plus personne ne touche au nôtre. Xarvet leva les yeux, encore sous le choc. Votre espèce, vous êtes des monstres. O'Neill secoua la tête. Non, nous sommes des survivants. Il y a une différence. Les images de la capitulation furent diffusées dans toute la galaxie. La Fédération galactique, qui avait passé des semaines à supplier les humains de modérer leurs réponses, resta muette. Les délégués se regardaient, pâles. Ils avaient vu ce que les humains cachaient, ce qu'ils étaient capables de faire quand on les poussait dans leur retranchement. Dans les couloirs du Grand Conseil, un nouveau respect teinté de peur naquit envers l'humanité. Les Korguls, espèces massives et pacifiques, murmurèrent. Ils ont gagné une guerre en quelques semaines. Sans haine apparente, juste efficacité. Les Vélariens, fins et diplomatiques. Nous les avons pris pour des faibles parce qu'ils choisissaient la paix. Nous nous trompions. Les Lyriens télépathes, sensibles aux émotions, ressentirent la vérité. Ils ne haïssent pas, ils protègent. C'est ce qui les rend terrifiants. Sur Terre, la démobilisation commença immédiatement. Les vaisseaux noirs retournèrent dans leurs chantiers cachés. Les armes furent scellées à nouveau. Les marines redevinrent civiles. Un pompier de Chicago, ancien marine durant la campagne, reprit son poste. Un alpiniste néo-zélandais regrimpa des montagnes pour le plaisir. Une infirmière de Membe, qui avait servi comme médecin de bord, sauva des vies dans un hôpital. La vie reprit, mais plus riche de leçons. Le président Elena Ramirez tint une conférence de presse galactique. L'Union terrienne réaffirme son engagement envers la paix. Nous n'avons pas construit cette force pour conquérir. Nous l'avons construite parce que nous savions qu'un jour, quelqu'un pourrait forcer notre main. Ce jour est venu. Il est fini. Nous retournons à nos vies. Un journaliste talorien osa une question. Et si quelqu'un attaque encore? Ramirez sourit, pas avec arrogance, mais avec une certitude tranquille. Alors nous répondrons. Encore. Mais nous espérons que la galaxie a appris. La paix est un choix. Le nôtre. Ne nous forcez pas à choisir autrement. Hérida 9 fut reconstruite en un an. Plus belle, plus forte, les survivants devinrent des héros discrets. Les enfants apprirent l'histoire. Pas comme une gloire, comme un avertissement. Dans la Fédération, les lois changèrent. Création d'une force de police interstellaire commune avec une contribution humaine significative, mais volontaire. Les espèces mineures, autrefois vulnérables, se sentirent plus en sécurité. Le commerce avec les humains explosa. Leurs ingénieurs résolvaient des problèmes que personne n'osait toucher. Leurs artistes inspiraient. Leurs athlètes extrêmes devinrent des légendes. Et leurs épices restèrent des drogues régulées. Des années passèrent. L'empereur Xarvet, exilé sur une planète neutre, écrivit des mémoires. Nous les avons pris pour des faibles. Nous nous trompions. Ils ne sont pas faibles. Ils sont endurcis. Leur monde les a forgés dans le feu et la tempête. Nous n'aurions jamais dû les défier sur leur terrain. Le terrain de la survie. Sur Terre, James O'Neill prit sa retraite. Il acheta une petite maison au bord de l'océan Atlantique. Regardait les vagues. Souriait. Un jour, un enfant du voisinage lui demanda « Monsieur, c'est vrai que vous avez gagné une guerre contre des aliens ?» O'Neill rit. « Non, petit. Nous avons protégé notre maison. C'est tout. » L'enfant partit. O'Neill regarda l'horizon. Pensa à Hérida 9, à ceux qui n'étaient pas rentrés, à la paix qu'ils avaient préservée. La galaxie prospéra. Plus jamais personne n'attaqua un monde humain. Pas par peur de la Fédération. Par peur de ce que les humains deviendraient s'ils étaient forcés de se battre encore. Les survivants de la mort. Ceux qui avaient conquis leur propre planète. Et choisi, ensuite, la paix. Les décennies qui suivirent la capitulation talorienne furent appelées l'ère de l'équilibre dans les archives galactiques. Ce n'était pas une paix parfaite. Il y avait toujours des disputes commerciales, des tensions culturelles, des crises locales, mais plus jamais une guerre d'expansion. La Fédération galactique, profondément marquée par l'événement, renforça ses institutions. Une force de police interstellaire permanente fut créée, avec des contingents de toutes les espèces, y compris un détachement humain symbolique, mais jamais déployé en premier. Les humains avaient fait comprendre une chose, ils ne voulaient pas policer la galaxie. Ils voulaient juste qu'on les laisse tranquilles.
Sur Terre, la vie reprit avec une intensité nouvelle. Les chantiers militaires cachés furent définitivement scellés cette fois, sous contrôle international et avec des clés dispersées parmi plusieurs nations. Les archives de la guerre furent rendues publiques, non pas comme une célébration, mais comme un avertissement solennel. Dans les écoles, on enseignait désormais deux versions de l'histoire, la gloire de la paix choisie et le prix terrible quand on y est forcé. James O'Neill passa ses dernières années dans une petite maison en bord de mer en Irlande. Il pêchait. Il racontait des histoires à ses petits-enfants, jamais les vrais, juste des contes de tempête et de courage. Il mourut paisiblement à 97 ans, regardant l'océan qu'il avait toujours aimé. Esha Rahman devint ingénieur en chef pour la terraformation de mondes hostiles. Ironiquement, elle rendait habitables des planètes que les humains auraient considérées comme vacances extrêmes. Elle refusa toutes les médailles. « Je n'ai fait que mon travail », disait-elle. Les survivants des Hérida 9 formèrent une communauté soudée. Ils construisirent un mémorial simple, une stèle avec les noms des morts et une phrase gravée en 100 langues. « Nous avons survécu à notre monde. Nous avons protégé notre maison. Nous choisissons la paix. » La galaxie apprit à respecter cela. Les Korguls, autrefois neutres, devinrent les plus fervents défenseurs de la paix humaine. Ils ont gagné une guerre sans la vouloir, disait-il. Imaginez s'ils la voulaient. Les Vélariens, diplomates nés, écrivirent des traités entiers sur la doctrine humaine, ne jamais forcer un Deathworlder à défendre son territoire. Même les anciens Taloriens, réintégrés lentement, changèrent. Des écoles taloriennes enseignaient désormais l'histoire de la guerre du point de vue humain. Des jeunes Taloriens visitaient Hérida 9 en pèlerinage, apprenant ce que signifiait survivre. Un siècle plus tard, un jeune délégué talorien posa une question lors d'une conférence galactique. Pourquoi les humains n'ont-ils pas conquis après leur victoire? Ils auraient pu. Personne n'aurait pu les arrêter. L'ambassadrice humaine, une descendante d'O'Neill, sourit, parce que nous savons ce que c'est de survivre. Nous n'avons pas besoin de conquérir. Nous avons déjà conquis le pire ennemi, notre propre monde. Le reste, nous le partageons. La galaxie prospéra. Les humains devinrent les ingénieurs préférés pour les projets les plus dangereux, les artistes qui repoussaient les limites, les explorateurs qui osaient les mondes que personne d'autre ne voulait. Leurs sports extrêmes devinrent des spectacles galactiques avec des avertissements. Ne pas essayer chez vous, réservés aux Deathworlders. Et leurs épices restèrent légendaires. Un jour, un enfant alien demanda à un humain, « C'est vrai que votre planète essaie de vous tuer tous les jours ?» Le humain rit, « Oui, et on l'aime pour ça. » La paix dura, pas parce que la galaxie était parfaite, mais parce que tout le monde se souvenait de ce que les humains pouvaient faire. Quand on les forçait à se battre, les survivants de la mort, ceux qui avaient choisi la paix et qui l'avaient protégée, au prix qu'il fallait. Les siècles passèrent et la galaxie entra dans une ère de prospérité sans précédent. L'événement talorien, comme on l'appelait désormais dans les livres d'histoire, devint le tournant qui définit la Fédération galactique moderne. Plus jamais une espèce ne tenta d'expansion par la force. Les flottes militaires furent limitées à des forces de police symboliques. Les mondes Deathworld, rares et craints, furent placés sous protection spéciale. Et au centre de tout cela, l'humanité occupait une place unique, respectée, parfois crainte, mais toujours admirée pour avoir choisi la paix après avoir prouvé qu'elle pouvait gagner n'importe quelle guerre. Sur Terre, la mémoire de la courte guerre resta vive, mais jamais glorifiée. Des musées furent construits, non pas pour célébrer les victoires, mais pour se souvenir du prix. Des hologrammes montraient Hérida 9 avant et après. Des témoignages de survivants, humains et taloriens, étaient diffusés dans les écoles. La leçon était claire. La guerre n'est jamais une solution. Elle est une conséquence. Et les humains, plus que quiconque, savaient ce qu'elle coûtait. James O'Neill, dans ses vieux jours, avait fondé une académie sur Hérida 9 pas militaire, mais de survie et de résilience. Des jeunes de toutes espèces y venaient apprendre à affronter des environnements hostiles. Tempêtes simulées, gravité variable, pénurie de ressources. L'objectif n'était pas de former des soldats, mais des citoyens capables de protéger la paix en étant préparés au pire sans jamais le souhaiter. Esha Rahman devint une légende vivante de l'ingénierie. Elle terraforma des dizaines de mondes, rendant habitables des planètes que la Fédération considérait comme perdues. Elle refusa toujours les honneurs militaires, préférant être connue comme celle qui rend la vie possible là où il n'y en avait pas. Les enfants des Hérida 9, ceux qui avaient survécu à l'occupation, grandirent et devinrent des ambassadeurs de la paix. Ils voyageaient dans la galaxie, racontant leur histoire. Pas pour haïr les Taloriens, pour rappeler que la haine mène à la guerre, et que la guerre ne profite à personne.
Les Taloriens eux-mêmes changèrent profondément. Leur société, autrefois hiérarchique et militariste, se tourna vers l'art, la philosophie, l'exploration pacifique. Des échanges culturels avec les humains devinrent courants. Des jeunes Taloriens étudiaient sur Terre, apprenant à survivre dans des conditions extrêmes. Pour eux, une simple randonnée en montagne était une aventure légendaire. Un dicton humain devint populaire dans toute la galaxie. Les humains ne font pas la guerre. Ils survivent. Et parfois, survivre signifie gagner. La fédération prospéra. Les routes commerciales s'étendirent. Les arts fusionnèrent. Les sciences avancèrent à pas de géant, souvent grâce à des ingénieurs humains qui résolvaient des problèmes en pensant, comme si c'était une question de vie ou de mort. Les sports extrêmes-humains devinrent un spectacle galactique, avec des avertissements comiques. Ne pas imiter sans entraînement d'Etwalder. Et les épices terriennes restèrent une industrie florissante. Un jour, des millénaires plus tard, un historien alien écrivit « L'humanité n'a pas conquis la galaxie par la force. Elle l'a conquise par le choix. Le choix de la paix, après avoir prouvé qu'elle pouvait tout détruire si nécessaire. C'est cela, leur vraie force. Pas leurs armes, pas leur endurance, leur capacité à dire « assez » et à tenir parole. Sur Terre, les générations se succédèrent. Les cicatrices de la guerre s'estompèrent. Mais la leçon resta, gravée dans les écoles, dans les mémoriaux, dans les cœurs. Les humains continuaient à vivre, à rire sous la pluie, à escalader des montagnes pour le plaisir, à affronter des tempêtes avec un sourire, parce que c'était leur monde, un monde de la mort, qu'ils avaient rendu vivant et qu'ils protégeaient, par le choix, par la paix. Et voilà, c'est la fin. Les survivants de la mort est terminée. Une histoire de paix choisie, de patience infinie, de force cachée et d'une réponse implacable quand on touche à la maison. Si cette saga vous a fait vibrer, si vous avez ressenti la tension quand les humains ont ressorti leurs armes scellées, l'adrénaline des batailles où la survie devient victoire et le soulagement quand la paix est revenue plus solide que jamais, alors vous savez pourquoi les histoires HFY nous marquent autant. Parce qu'elles nous rappellent que la vraie puissance n'est pas dans la guerre qu'on sait faire, mais dans la paix qu'on choisit, jour après jour. Si cette série vous a plu, faites-le savoir à toute la galaxie francophone. Coche épaisse blanche, abonnez-vous à Histoire de HFY pour ne manquer aucune nouvelle épopée en français. Signe pouce vers le haut, pouce bleu si les survivants de la Terre vous ont rendu fiers. Cloche pour être alerté de la prochaine histoire. Bulle commentaire. Quel moment vous a le plus marqué? La révélation de la flotte noire? La libération des Hérida 9? La leçon finale? Feu partager cette vidéo avec tous vos amis qui aiment la science-fiction où l'humanité prouve qu'on ne la sous-estime jamais. Ensemble, construisons la plus grande communauté HY francophone. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'avoir choisi la paix avec nous. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Humanity, fait qui est?